Bonjour, je suis Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Laure Zakello, 43 ans, a disparu le 21 juin dernier au Pays Basque. Son mari, Alexis J, est mis en examen pour meurtre, soupçonné par les enquêteurs d'avoir tué son épouse et dissimulé son corps. Lui clame son innocence. Mère de 3 jeunes enfants, Laure Zakello avait annoncé à son mari son intention de divorcer au mois de janvier. Mais il n'acceptait pas sa décision et la relation était très tendue entre eux. On fait le point dans Code Source aujourd'hui avec Christelle Brigodeau, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle s'est rendue au Pays Basque et dans les Landes où elle a rencontré la famille de Laure Zakello. Christelle Brigodeau, le mardi 26 novembre, vous êtes à Urugne, un bourg du Pays Basque à côté de Saint-Jean-de-Luz, là où vivait Laure Zakello avant de disparaître il y a 5 mois. Décrivez-nous à quoi ressemble le village et la maison de Laure. C'est un bourg assez cossu, effectivement proche de Saint-Jean-de-Luz, tout près de l'Espagne. Il y a le massif de la Rune qui domine le Pays Basque juste à côté. C'est un endroit charmant, très joli, assez touristique en été. Et la maison de Laure se trouve un petit peu à l'extérieur du bourg, près d'une zone d'activité. C'est une maison relativement isolée, accrochée à une petite colline. Et quand on arrive sur place, on sent une atmosphère un peu d'abandon parce que cette maison est en travaux. Tout le rez-de-chaussée en fait est cassé parce que Laure et sa famille étaient en pleine rénovation de la maison et des grandes bâches noires ont été tendues sur tout le rez-de-chaussée. Donc oui, c'est une atmosphère un peu étrange. On sent que cette maison n'est plus habitée, qu'il s'y est passé quelque chose. Vous passez plusieurs jours au Pays Basque où vous rencontrez les amis de Laure Zakello. Vous parlez aussi avec ses parents dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Comment ils vous la décrivent ? Alors, ils me la décrivent comme une femme ouverte, pétillante, c'est un mot qui revient souvent, avec un grand sourire. Une femme plutôt attachée à la vérité des personnes, plus qu'à l'apparence. Elle-même s'habille plutôt simplement. On me dit qu'elle s'habille de manière fonctionnelle, quechua. Elle est très attachée à ses enfants. Elle se déplace rarement sans eux. Elle est mère jusqu'au bout des ongles. Et Laure Zakello, physiquement, elle ressemble à quoi ? C'est une femme d'environ 1m65, brune, les cheveux coupés au carré, qui a une allure plutôt sportive, puisque c'est une ancienne militaire et elle a gardé ce physique de randonneuse, disons. Mais depuis plusieurs mois, Laure Zakello vivait dans la peur. En effet, elle était extrêmement anxieuse parce que la relation avec son mari s'était tendue depuis le mois de janvier, date à laquelle elle avait décidé de divorcer. Elle lui avait annoncé, il refusait ce divorce et la situation entre les deux avait viré au bras de fer et était extrêmement tendue. Alors on va remonter un peu en arrière. Il y a 10 ans, Laure Zakello rencontre Alexis, celui qui deviendra son mari, lors d'une soirée entre amis. À l'époque, Laure est infirmière militaire. En fait, Laure s'est engagée dans l'armée à l'âge de 18 ans. Elle a voyagé plusieurs années, y compris assez loin. Elle a passé 2 ans à Djibouti. Elle a pas mal bourlingué. Et à ce moment-là, en 2013-2014, c'est le moment où elle se pose un petit peu, donc près de Bordeaux. Elle voit toutes ses amies, sa cousine dont elle est très proche, fonder une famille. Et elle n'a qu'un rêve, c'est à son tour rencontrer l'homme de sa vie et avoir des enfants. On sait de quel milieu elle vient ? Elle vient d'un milieu plutôt populaire et surtout d'une famille très aimante et très présente. Elle vient d'une grande famille qui est établie près de Mont-de-Marsan, dans les Landes, dans la campagne, à Bahues-Soubiran. On m'explique que chez ses parents, le dimanche, on ne sait jamais combien il y a de personnes qui vont rester pour manger le midi. C'est vraiment une famille qu'on me décrit comme très soudée, très ouverte sur les autres. Et Laure embrasse vraiment cette philosophie de la vie, disons, et c'est aussi pour cette raison-là qu'elle veut avoir sa famille, avoir plusieurs enfants. C'est vraiment un projet de vie pour elle. Le jeune homme qu'elle rencontre, Alexis, lui, est professeur de maths et de physique en lycée et il vient d'un milieu assez aisé et catholique. Lui vient d'une famille donc, du Pays Basque, de Saint-Jean-de-Luz. Et il a perdu son père il y a plusieurs années. Et sa mère est connue localement comme ayant fait le catéchisme à des générations d'enfants de la région. Elle est aussi engagée au Lions Club local, une association de philanthropie qui réunit souvent la bonne société des villes où elle est implantée. Et Alexis, lui, a été à l'école à Saint-Jean-de-Luz, dans une école catholique, tout comme sa sœur. Donc il est évidemment très attaché à sa région. Quand Laure le rencontre, il est aussi réserviste de la gendarmerie.
Oui, ils ont en commun cette connaissance de l'uniforme. Lui, donc, fait des périodes de réserve, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins volontaire, bénévole, pour donner des coups de main à la gendarmerie pendant les vacances scolaires, par exemple. Et dans ses loisirs, il passe beaucoup de temps dehors, il pratique la randonnée, le tir sportif aussi, il possède des armes légalement, et il pratique le survivalisme. Donc, il peut partir pendant plusieurs jours pour aller dans la nature, se débrouiller seul, puisque c'est le principe de cette activité. Donc c'est quelqu'un qui est décrit comme sportif, organisé, plutôt intelligent, cultivé, qui sait ce qu'il veut. Rapidement après la rencontre, Laure tombe enceinte, ils se marient et ils s'installent dans le sud-ouest de la France. Quelques années plus tard, après la naissance de leur deuxième enfant, le comportement d'Alexis commence à changer. Oui, les amis de Laure, en tout cas, me décrivent Alexis comme un homme rigoureux, mais dont la rigueur peut aller jusqu'à une certaine rigidité. Et à partir de la naissance de leur deuxième enfant, ils expliquent que le comportement très doux, très pédagogue qu'il pouvait avoir avec sa première fille avait tendance à s'effacer, disons, au profit d'un agacement de plus en plus fort. Une amie me raconte que une fois où ils étaient présents en week-end, ils l'ont vu s'énerver en disant ta gueule à sa fille, ce qui les a beaucoup choqués parce que c'était pas du tout le comportement qu'il adoptait auparavant et pas du tout la philosophie de Laure non plus. Laure Zakello et Alexis ont un troisième enfant et ils décident d'acheter une maison dans la même ville que les parents d'Alexis, au Pays Basque. Comment ça se passe ? Alors c'est pas vraiment le couple qui décide d'acheter cette maison, c'est plutôt Alexis tout seul. Alexis entend parler du fait qu'une maison est à vendre à Urrugne, donc dans sa ville natale. C'est une occasion en or pour lui parce qu'il sait que dans le Pays Basque, les maisons à vendre ne sont pas légion. Laure ne veut pas y aller parce qu'elle ne s'entend pas très très bien avec sa belle famille et elle craint assez la proximité qui sera la sienne dans cette nouvelle maison avec sa belle-mère et sa belle-sœur qui vivent tout près. Donc il va tout faire pour que Laure accepte, tout faire jusqu'à la contraindre en fait. Ça c'est ce que m'explique la famille de Laure, parce que pendant plus d'une semaine, me raconte-t-il, Alexis va cesser de lui parler, il va lui mettre la pression en lui adressant plus du tout la parole jusqu'à ce qu'elle cède. Et effectivement, elle cède, il s'installe au Pays Basque, mais au moment de signer l'acte de vente de la maison, Alexis est seul, Laure ne vient pas. À quoi ressemble leur vie au Pays Basque à ce moment-là ? Alors on est après la période du Covid et du confinement. Laure a fait une formation pour devenir psychogénéalogiste, ce qui est un projet de longue date pour elle. C'est un courant assez alternatif de la psychothérapie qui n'est pas reconnu par tous les praticiens. Elle installe son cabinet de psychogénéalogie très près de la maison. Alexis, lui, a obtenu sa mutation et donc travaille à Bayonne, au lycée professionnel. Il s'installe dans cette maison où tout est à faire parce que c'est une maison ancienne, donc il y a plein de travaux à faire. Donc il y a des entrepreneurs qui viennent. Eux logent à l'étage de la maison en attendant que les travaux soient terminés. À ce moment-là, l'atmosphère dans la famille devient plus tendue parce que Laure et Alexis ne sont pas tout à fait raccords sur la manière d'élever les enfants. Et Laure se retrouve très souvent à devoir faire tampon pour éviter les colères de son mari. Donc, elle ne se dit pas heureuse dans cette maison. Le 1er janvier 2024, Laure Zakello annonce à son mari qu'elle a l'intention de demander le divorce. Comment est-ce qu'il prend la nouvelle ? Il refuse, en fait. Lui ne souhaite pas du tout divorcer. Il propose alors d'essayer de voir un psychologue, de recoller les morceaux quelque part. Mais Laure a pris sa décision. C'est quelque chose qu'elle a mûri pendant des semaines, des mois, d'après ce que me disent ses proches. Et donc, à partir de ce moment-là, Alexis va essayer, plutôt que de la convaincre, d'empêcher le divorce. Donc, par exemple, en retenant le livret de famille, ce qui l'empêche, elle, pendant des semaines et des mois, de lancer les démarches pour le divorce. Et puis, il va commencer à essayer de fouiller les raisons de sa décision. Il soupçonne peut-être une relation extra-conjugale, donc il fouille son ordinateur, il change les codes de son téléphone, il va jusqu'à voler les carnets intimes de Laure dans lesquels elle écrit tous les soirs ses pensées très profondes, y compris dans le cadre de sa propre psychothérapie. Ça heurte évidemment beaucoup Laure qui, à partir de là, commence à se sentir vraiment traquée. À la fin du mois, le lundi 29 janvier, Laure Zakello poste un message sur Facebook et elle raconte le week-end particulièrement tendu qu'elle vient de passer. Oui, en effet, elle poste un message sur le fil professionnel de son cabinet, en fait, ce qui est assez rare. Elle poste régulièrement des messages, mais là, on sent qu'elle parle vraiment d'elle, qu'elle se confie. Et elle explique, donc je cite, « Ce week-end, j'ai vécu une situation relationnelle très stressante, pour ne pas dire terrorisante. J'étais sans capacité de m'extraire physiquement et sans moyen de communication avec l'extérieur.
C'est un récit en fait qui, selon ses proches, fait écho au week-end où elle a annoncé avec Alexis le divorce aux enfants, qui jusque-là ne connaissaient pas la nouvelle. Et ce moment donc qu'ils avaient préparé ensemble a ensuite dégénéré en fait en une dispute. Et d'après toujours ce que me disent les proches de Laure, Alexis serait parti fâché en coupant le courant, en laissant donc la famille donc dans cette maison assez isolée, sans lumière, sans rien, avec les enfants paniqués et Laure qui ne savait pas quoi faire. Dans les mois qui suivent, Laure Zachello a de plus en plus peur et elle décide de garder sur elle en permanence un petit sac à dos avec certaines de ses affaires. Oui, c'est un petit sac à dos Décathlon, comme beaucoup de gens en ont, qu'elle porte sur le ventre, et y compris chez elle, y compris la nuit. Et dedans, elle met en fait tout ce qui est l'essentiel pour elle, tout ce qu'elle ne veut pas qu'Alexis vole en fait. Donc c'est ses 2 téléphones portables, son ordinateur professionnel, les clés de son cabinet dont elle a fait changer les serrures, ses clés de voiture, les clés de la maison, ses papiers, en fait tout l'essentiel pour protéger sa vie. Une nuit, son mari Alexis tente de lui voler ce sac. Elle dort sur le canapé, lui est resté dans la chambre du couple. Une nuit, elle est réveillée en sursaut parce qu'Alexis est en train d'essayer de lui arracher le sac qu'elle porte donc sur le ventre. Une sorte de bagarre entre les deux s'ensuit. Pour se défendre, elle le mord. Laure va déposer une main courante. Elle refuse de déposer une plainte contre le père de ses enfants, mais elle dépose une main courante pour signaler cet événement. Et lui, en retour, va porter plainte pour la morsure qu'il a subie. Le samedi 2 mars, Laure décide de passer le week-end chez ses parents, dans les Landes. Comment elle est à ce moment-là ? Alors elle est amaigrie, fatiguée et seule. C'est ça qui frappe les parents de Laure, puisque ce week-end-là, c'est le week-end de la fête des grands-mères. Habituellement, Laure ne serait jamais venue sans ses enfants pour ce week-end-là dans sa famille. Mais là, elle prévient, elle appelle en disant « Là, je viens pour dormir, j'en peux plus, je suis fatiguée ». Elle peut enfin baisser la garde pendant 48 heures. Qu'est-ce qu'elle dit à ses parents au moment de partir ? Elle dit à sa mère « Je retourne en enfer ». Ça, c'est une phrase qui trotte dans la tête de sa mère depuis des mois maintenant, parce que voilà, Laure sait qu'elle est un peu prise dans un étau, dans un vrai cauchemar. À ce moment-là, elle a vraiment du mal à s'en sortir, mais elle se dit d'un autre côté, d'après ce que m'ont expliqué des amis, que c'est un passage difficile, mais qui va s'arrêter, qui va déboucher sur autre chose, sur du mieux, et donc il faut juste tenir. Peu après, Laure Zachello et son mari Alexis se mettent finalement d'accord pour se séparer. En fait, la décision intervient après un rendez-vous chez le psychologue de leur deuxième fils qui va pas très bien. Et le psychologue, voyant la situation dans laquelle se trouve la famille, leur explique qu'ils peuvent pas faire endurer ça à leurs enfants, qu'il faut que les choses soient claires et que s'ils sont en train de se séparer, il faut se séparer réellement physiquement et donc qu'ils ne vivent plus ensemble. Et donc, Alexis et Laure décident d'une alternance en fait dans la maison. Donc, les enfants restent dans la maison, eux ne bougent pas et ce sont les parents qui bougent. On sait maintenant que Alexis donc prend un appartement à côté. Laure va dormir, elle, dans son cabinet qui est très près, à 5 minutes en voiture de la maison. Elle n'a pas les moyens encore de se trouver un logement et elle ne veut pas se mettre trop loin. Et donc, 1 semaine sur 2, tous les vendredis, il y a un roulement qui se met en place. C'est 1 semaine Laure, 1 semaine Alexis et les enfants qui restent dans la maison. Les tensions ne s'apaisent pas pour autant, et quand c'est son tour d'être dans la maison familiale, Laure dort dans la même pièce que ses enfants. Oui, en fait, Laure explique à ses proches et à sa famille que Alexis continue de temps en temps de venir à l'improviste dans la maison en disant qu'après tout c'est chez lui et qu'il a bien le droit de venir. Et il vient pour récupérer des affaires, etc. Mais donc ce sentiment d'être traquée qu'elle pouvait éprouver auparavant, elle continue de l'éprouver. Elle est toujours sur le qui-vive. La nuit, elle dort près de ses enfants et elle pose des objets un peu partout dans la maison, y compris derrière la porte d'entrée, pour être réveillée si quelquefois il rentrait à l'improviste. Et elle s'est acheté une petite caméra portative. Elle l'a toujours sur elle et en fait, comme Alexis est habitué à faire des colères, comme elle dit, quand il commence à se mettre en colère, elle la déclenche. Pour elle, c'est un moyen de protection, un moyen de faire baisser la tension, de calmer le jeu parce que, se sachant filmer, il redescend. On en arrive au vendredi 21 juin. À 8h30 du matin, Laure conduit ses enfants à l'école. Ce matin-là, comme tous les jours, quand c'est sa semaine de garde, on voit Laure passer au volant de sa C4 blanche avec les enfants à l'arrière. Elle les dépose à l'école du bourg du Rung. Comme d'habitude, en fait, il n'y a rien d'anormal. Et ensuite, elle repart. C'est normalement leur père, Alexis, qui les récupère à 16h. Mais ce jour-là, il a prévu de sortir pour la fête de la musique. Oui, il a demandé à sa mère si elle pouvait prendre les enfants
pour l'après-midi et la nuit. Donc c'est elle qui va les chercher à l'école à 4h et qui doit ensuite s'occuper d'eux jusqu'au lendemain. En fin d'après-midi, elle se rend compte qu'il manque des affaires dans le sac qu'il lui a laissé. Il n'y a pas les doudous des enfants. Donc elle essaye de l'appeler, il répond pas. La sœur d'Alexis, qui est pas loin non plus, décide de prendre la voiture pour aller voir dans la maison et récupérer éventuellement les affaires manquantes. Là, on est en début de soirée, il est presque 20h. Et en fait, quand elle arrive devant la maison, elle voit déjà les 2 voitures d'Alexis et de Laure qui sont sur place et couché par terre, qui semble inconscient, son frère, avec un parpaing posé à côté de lui. Il semble avoir été victime d'un coup derrière la tête. Il est, d'après le témoignage de sa sœur, inconscient ou en tout cas un peu désorienté au moment où elle le trouve. Il se relève difficilement. Elle est médecin, elle va appeler les pompiers qui vont arriver très rapidement, qui vont l'examiner pendant environ 2 heures sur place avant de l'emmener à l'hôpital. Mais lui, d'emblée, explique qu'il a visiblement été victime d'une agression, mais il n'en sait pas plus, il se souvient de rien. Quelques heures plus tard, dans la soirée, une voiture de police arrive au domicile de Laure et d'Alexis. Oui, en fait, les pompiers ont appelé la police parce qu'ils trouvent qu'il y a des éléments qui vont pas, et notamment un élément majeur qui est qu'on ne sait pas où est Laure. En fait, le matin, elle a conduit les enfants à l'école et ensuite plus rien. Comme tous les vendredis matins, la voisine d'en face, qui est la plus à même de voir ce qui se passe dans la maison, est partie faire ses courses hebdomadaires au marché, donc elle n'a rien pu voir. À 14h, Laure avait un rendez-vous avec un patient qui l'a attendu en vain. Elle n'a pas honoré ce rendez-vous, c'est pas du tout dans ses habitudes. Et Laure ne répond pas à son téléphone, donc voilà, il y a des fortes inquiétudes, on ne sait pas où elle est. Que constatent les enquêteurs sur place ? Ils constatent d'abord que toutes les affaires de Laure sont présentes dans la maison. Et sa voiture est garée devant, avec la porte verrouillée. Ils vont constater que les clés de la voiture ont été jetées dans un buisson à côté. Dans la maison, donc, il y a son sac, son téléphone, son ordinateur, toutes ses affaires. À l'étage de la maison, il y a un coffre dans lequel Alexis range ses armes. Le coffre est ouvert, mais il n'y a pas de signe d'effraction sur le coffre. Il manque des armes. Une arme sera retrouvée dans le puits à côté de la maison. Il y a tout un tas d'indices qui montrent que c'est peu probable que Laure soit partie. Et d'autres indices qui montrent que cette supposée agression ou cambriolage qui se serait produit, d'après les quelques mots qu'a dit Alexis, semble aussi peu probable parce que des cambrioleurs qui attaquent des gens sans rien prendre, sans effraction, ça colle pas. 3 jours plus tard, le 24 juin, Alexis est mis en examen. Oui, il est mis en examen pour le meurtre de sa compagne, sur la base en fait de ce qui apparaît comme une mise en scène de sa propre agression, sur aussi ces faisceaux d'indices graves et concordants, comme disent les magistrats et les enquêteurs, liés en fait aux derniers mois du couple qu'on vient de raconter. Il y a quand même ce climat qui pèse largement sur l'enquête, mais il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps et donc il n'y a pas de réponse. On ne sait pas de façon certaine que Laure est morte et on ne sait pas comment. Dans les jours qui suivent, 150 policiers passent la maison et les alentours au peigne fin, mais ne trouvent rien. Alexis est incarcéré et le 13 novembre dernier, il est longuement entendu au tribunal de Bayonne. Quelle est sa version des faits à ce moment-là ? Alors oui, effectivement, il est entendu pendant plus de 8 heures. Donc, il y a peu de choses qui ont filtré sur ce qu'il a dit au magistrat instructeur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il reste sur cette position de dire qu'il a un trou de mémoire. Il est amnésique sur cette journée du 21 juin. Il ne se souvient de rien. Et il dit s'inquiéter à la fois pour ses enfants et pour Laure, en demandant si les recherches sont entreprises pour la retrouver. Et il dit espérer qu'on va la retrouver. Mais bon, c'est une version qui visiblement ne convainc pas tellement les enquêteurs ou l'instruction, puisque sa première demande de remise en liberté qui a été introduite par les avocats a été refusée. Donc on considère comme une hypothèse privilégiée qu'il soit l'auteur des faits. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Christelle Brigodeau, vous partez en reportage à Urrugne et à Mont-de-Marsan à la fin du mois de novembre et vous rencontrez notamment la cousine de Laure, Émilie, qui vous raconte que depuis le printemps, Laure était beaucoup plus heureuse.
Oui, en fait, elle avait l'impression de commencer à sortir du tunnel parce que déjà le fait de vivre en alternance avec Alexis dans la maison, ça avait quand même levé un petit peu de pression. Elle s'apprêtait à lancer un divorce contentieux, puisque le divorce à l'amiable patinait, ils n'arrivaient pas tellement à aboutir. Et donc, elle commençait à se projeter dans sa vie d'après. Elle cherchait un appartement pour la suite, pour vivre avec ses enfants. Elle se disait même que peut-être un jour, elle rencontrerait quelqu'un d'autre, qu'elle pourrait refaire sa vie. Elle essayait vraiment de voir du positif comme elle le faisait toujours et elle avait semblé à son entourage plus joyeuse. Quelque part, elle commençait à redevenir elle-même. Vous rencontrez aussi les parents de Laure. Comment ils sont quand vous les voyez ? Ils sont éplorés et fatigués, ils ont les yeux rougis, on sent que dès qu'ils parlent de Laure et de cette histoire, évidemment, tout remonte, ils ont tout un tas de questions sans réponse, donc c'est une vraie torture pour eux. Mais ils ont une certitude, c'est qu'il est absolument impossible, de leur point de vue et du point de vue de tous ceux qui connaissaient Laure, que Laure ait pu partir volontairement, comme ça, en laissant ses enfants. Donc, ils en concluent que si elle n'est pas là, c'est qu'il lui est arrivé un malheur, donc ils se sont fait à l'idée qu'elle est probablement morte, mais ils n'ont aucune autre réponse que cela. Depuis le début du mois d'août, ils ont aussi la garde de leurs 3 petits-enfants, âgés de 5, 7 et 9 ans. Oui, c'est aussi une charge pour eux, à leur âge, ils sont retraités, ils ont plus de 70 ans, de s'occuper d'enfants jeunes, qui plus est complètement traumatisés par ce qui s'est passé, mais ils font du mieux qu'ils peuvent, avec le soutien quand même très fort de leur famille, de leur entourage, des cousins, des oncles et tantes, etc. Les enfants voient aussi leur grand-mère paternelle, qui a la garde des enfants un week-end sur 2 et pendant les vacances scolaires, donc le lien n'est pas du tout rompu, et la famille essaye d'entourer du mieux qu'elle peut les parents de Laure, et de coordonner à la fois les interventions médiatiques, les recherches, les rapports avec les avocats. Ils ont créé un petit classeur avec toutes les informations qu'ils peuvent avoir sur Laure. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont vraiment fatigués. La famille de Laure Zakello a été entendue le 28 novembre par un juge d'instruction. Comment ça s'est passé ? Les parents et plusieurs membres de la famille ont été entendus pendant environ 3 heures. Ils s'en sont ressortis rassurés sur le fait que les recherches se poursuivent, que l'enquête suit son cours, que rien n'est abandonné, et donc ils gardent cet espoir chevillé au corps qu'un jour ils sauront la vérité et qu'ils pourront dire aux enfants de Laure ce qui est arrivé à leur mère. Merci à Christelle Brigodeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi avec la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni.